Et ça m'est apparu comme étant une nécessité absolue, peut-être pas absolue, mais euh, nécessaire de savoir qui on est. Et depuis ce temps, je suis toujours pas, j'ai toujours pas pu décider ni comprendre qui je suis. Parce que est-ce que je suis l'autre ou est-ce qu'il y a un autre en moi? Et cet autre-là, est-ce que je le vois? Qui le voit? Comment est-ce qu'il est vu? Et que fait-il? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est rejeté par les autres? Ben, la vie, elle s'écroulait pour elle. Euh, tout comme moi, en tant que maman, quand je suis arrivée, elle a ouvert les fenêtres de chez elle, s'est mise sur son balcon et elle m'a dit, ça y est, pour moi, c'est comme si je suis en prison. Ma vie sera, c'est fini. Je peux plus jamais rien faire. Et là, c'était très très dur. Quoi dire à sa fille qui va être branchée, qui est branchée sur une machine, et c'est cette machine-là qui va la faire vivre. C'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi dans la souffrance. C'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi dans la souffrance. Mais les autres, c'est qui? C'est qui les autres? Je préfère dire que je vais bien. Je préfère vous dire que je vais bien. Enfin, pour moi, c'est ça l'indécence. C'est quelqu'un qui dit, qui montre, qui fait des choses qui peuvent qui peuvent choquer l'autre ou être désagréables pour l'autre. Or, je pense avoir une grande attention à l'autre, essentiellement par du tact. Le tact, oui, ça touche au toucher. La décence, c'est de le voir, de voir le tact. C'est ça, la question. L'indécence, c'est faire des choses qui ne devraient pas être vues. Oui. Et je comprends pas, alors j'arrête un petit peu le dialogue et je dis, écoutez, je vous remercie, à bientôt, à tout à l'heure peut-être, voilà. Et je me remets dans les rangs. Et quand je me remets dans les rangs, il y a une amie qui est avec moi et qui me dit, mais pauvre Anne-Marie, t'as fait un impair. Alors je dis, ah bon? J'ai dit, ben non. Me dit, mais tu n'avais pas le droit d'aller aborder cet homme tout seul
habillé en blanc, là, au milieu de ce cercle d'amis, de famille, c'est l'imam. Ah, et bon, et elle m'a dit, mais tu sais pas te tenir, etc. Tellement profondément qu'au fond, effectivement, ils exposent leur corps pour tout cela. Et pour eux, la vie n'a pas d'importance. Je crois que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais aller vivre un petit peu avec eux, quoi. Sans être jamais eux, sans être jamais un des leurs, quoi. Parce que moi, je ne restais que quelques temps, quoi. Et puis, à un moment donné, il y a toujours des talkie-walkie qui sont là et on entend l'annonce, il faisait nuit, on entend l'annonce d'un avion et un hélicoptère ou quelque chose comme ça, je sais plus combien il y en avait. Malcolm Balaguer est un romantique, ce qui explique qu'il se soit engagé dans la lutte armée à une époque où c'était plus la mode. Ce n'est pas un type qui suit la mode, c'est un type qui a suivi ses idéaux tout en se mentant un peu à lui-même, parce que son engagement vient aussi de sa fascination pour la violence, une fascination que j'ai moi-même et que j'ai toujours. Je dis, mais attends, il parle d'un personnage qui n'existe pas. Comment ils peuvent lui dire il n'est pas arrivé à Ulysse cette histoire, vu qu'il n'est rien arrivé à Ulysse, vu qu'il n'existe pas? Je ne peux pas considérer que Ulysse existe dans ma tête comme s'il s'agissait d'un corps physique dans ma tête. Et si l'imagination n'était qu'une affaire de ressenti, une sensation. C'est-à-dire que lorsque je regarde une pièce de théâtre, lorsque je ressens tel personnage, ce n'est qu'une sensation que je vis sur le moment. Quelques semaines après sa séance d'oncologie, la non-séance d'oncologie, de chimiothérapie, il a été transféré dans un hôpital, dans un mouroir qui est avenue Émile Zola. Quand il est sorti de l'ambulance, moi je n'y étais pas, c'est sa fille qui m'a raconté. Il a trouvé l'endroit très beau, l'endroit est assez calme, l'endroit est un mouroir de luxe. Et il est mort quelques heures après.